Merci beaucoup. Bonjour. Alors, ça me fait plaisir de venir vous présenter ce rapport-là qu'on a publié cette année, qui est maintenant disponible. Juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors, je suis ergothérapeute de formation, je suis à l'école de réadaptation de l'Université de Sherbrooke, mais je suis au campus de Longueuil. Alors, je m'intéresse à la réadaptation au travail depuis maintenant plus de 20 ans et je me suis beaucoup intéressée aux troubles musculo-squelettiques, mais plus récemment aux troubles de santé mentale et au cancer. Donc, vraiment, la pierre angulaire là, de mes travaux, c'est les programmes de réadaptation et également tout ce qui est retour au travail en entreprise. Donc, c'est vraiment là-dessus là, que je travaille. Alors, aujourd'hui, je vais quand même, vous avez le rapport qui est disponible, mais je vais quand même ajouter des petits éléments qui touchent plus les ergothérapeutes. Et je vais essayer de faire des liens un petit peu plus avec la pratique. Mais globalement, mon mandat aujourd'hui, c'est de vous transférer un peu les résultats de cette recherche-là. En commençant, je pense qu'une des choses qui est importante ici, c'est que les co-chercheurs de cette étude-là sont aussi des gens qui ont été impliqués dans la mise en place et l'évaluation des effets de programmes d'intervention précoce. Donc, vous vous souvenez, Patrick Loisel qui a fait le modèle de Sherbrooke, Anna Nema qui a pris le modèle de Sherbrooke et qui l'a fait aux Pays-Bas, qui est arrivé exactement au même résultat, hein, ce qui était déjà étonnant dans le temps. William Shaw aux États-Unis qui a transposé certains concepts et Jean-Baptiste Fassier qui a tenté de prendre le modèle de Sherbrooke en France comme tel. Donc, on a ici des gens qui sont des gens expérimentés, ils connaissent bien les interventions en milieu de travail. Il y avait aussi deux agents de recherche là, qui ont travaillé avec nous, Marie-Christine Richard et Michael Bernier. Alors, pourquoi faire cette étude-là si on se promène un peu dans les congrès internationaux, dans les congrès professionnels, c'est clair qu'il y a une forte évidence actuellement, c'est de dire que ce qui favorise le retour au travail pour les gens qui ont des troubles musculo-squelettiques, c'est vraiment de faire une intervention précoce en milieu de travail. Alors ça, il y a un consensus international là-dessus, c'est qu'il faut ramener la personne rapidement au travail. Et là, quand on parle ici des troubles musculo-squelettiques, c'est les accidents de travail, évidemment, mais aussi d'autres types d'événements qui font que les gens ont de la douleur chronique. Mais on est vraiment dans des troubles musculo-squelettiques très larges ici. On n'est pas juste dans les lombalgies. Hein? On est vraiment dans l'ensemble des atteintes muscles, ligaments. Donc, tout le monde s'entend pour dire qu'il faut faire une intervention précoce en milieu de travail. Mais qu'est-ce que ça comprend, cette intervention-là? Et c'est là que moi, on a voulu ouvrir cette question-là. Donc, la question principale du rapport, en fait, puis de la recherche qu'on a fait, c'est oui, on s'entend tous pour dire qu'une intervention précoce en milieu de travail, c'est la solution. Mais qu'est-ce qui fonctionne dans un programme? Hein? C'est quoi la composante de ce programme-là qui fait que ça fonctionne? C'est quoi l'action là-dessus? Pour qui? Est-ce que ça fonctionne juste pour les gens qui sont à 10 mois post-accident? Est-ce que ça fonctionne en aigu? Donc, quelles sont les caractéristiques des travailleurs? Puis la dernière question, c'est dans quel contexte? Est-ce qu'il y a des contextes particuliers qui font que ça fonctionne? Donc, c'est vraiment à partir de cette question-là qu'on a voulu répondre. Qu'est-ce que ça prend dans le programme, pour qui et dans quel contexte? Alors, l'ensemble de chercheurs que je vous ai présenté tantôt, ce sont des gens qui ont plutôt fait un choix stratégique qui est de dire on ne va partir qu'à partir des essais randomisés. Hein? C'est un choix de cette équipe de recherche-là. On aurait pu faire autrement. C'est un choix. Après ça, je vais justifier un petit peu ce choix-là. Alors, en 2015, il y a eu une excellente revue de littérature sur tous les programmes de réadaptation, mais qui touche aussi à la santé mentale et qui touche aussi au cancer sur quelles sont les interventions en milieu de travail pour prévenir l'incapacité prolongée. Donc, on a parti de cette recension-là et un des co-auteurs du rapport était dans la recension. Donc, on était extrêmement connectés. Et on a retiré de cette recension-là les études qui parlaient des troubles musculo-squelettiques. La façon que ça fonctionne, ce type d'études-là, c'est qu'on prend les premiers articles qui parlent de l'objet de recherche, on contacte les auteurs et on va chercher aussi tous les protocoles de chacun des auteurs. Donc, on va bien au-delà de l'article qui nous est proposé, mais on contacte les auteurs et là, les auteurs nous disent, ben voilà, le physiothérapeute
appelait le médecin à telle date, il faisait telle affaire. Donc, on a énormément de détails qui ne sont pas accessibles dans les articles scientifiques comme tels. Donc, le travail de l'équipe de recherche, c'est d'analyser en profondeur cette multitude d'articles-là comme tel. Je vous rappelle qu'est-ce qu'un essai randomisé, parce que je pense que c'est important de bien comprendre ce dont on parle ici. Donc, les études qu'on a analysées au départ ici, ce sont tous des essais randomisés contrôlés. Hein? Donc, ça veut dire que, je vous rappelle un peu de quoi on parle. On parle d'études qui ont randomisé les travailleurs accidentés, donc soit le groupe expérimental, soit le groupe contrôle, et qui ont, après ça, comparé les résultats du retour au travail à 12 mois. Hein? Là, ici, ce qui est un autre élément important dans cette étude-là, c'est qu'on n'a pas juste regardé est-ce que les gens étaient de retour au travail, oui ou non. On a regardé la durée d'absence pendant 1 an. Donc, c'est des études qui sont beaucoup plus fortes en tant que telles parce qu'ils nous disent, bien, après la prise en charge en réadaptation, combien de jours d'absence ils ont, ces gens-là, avant 1 année? Donc, vous voyez que c'est un peu plus robuste. Donc, quand on parle d'essais randomisés, on sait que les essais randomisés, c'est le niveau de preuve le plus élevé au niveau scientifique, au niveau de la démonstration. Donc, vous avez ici les 6 niveaux de preuve. Là, on se situe au niveau 1. On a plusieurs essais randomisés qui confirment comment on peut retourner les troubles musculo-squelettiques à 1 an d'absence. Donc, je voulais juste bien qu'on se situe ici, là, on est vraiment... Ce dont je vais vous parler, on est vraiment au niveau de la preuve la plus sérieuse, au niveau scientifique et de la robustesse comme telle. Comment on a fait ça? En fait, comme je vous disais, on a retiré les articles de cette recension des écrits-là et on a poolé ensemble tous les articles qui montraient un résultat positif. Hein? Et on a poolé celles qui avaient un résultat neutre à 1 an et celles qui avaient un résultat négatif à 1 an. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre en profondeur dans les interventions pour essayer de voir celles qui fonctionnent, là. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec celles qui ne fonctionnent pas? Et c'est un peu cette analyse de contraste-là qui nous permet de dégager, en fait, qu'est-ce qui fonctionne, pour qui et dans quel contexte. Maintenant que j'ai fait mon petit topo métaux, on va plonger dans les résultats. Ça, je voulais juste vous montrer que c'est pas simple, hein? Pour chaque article, on peut générer des graphiques comme ça, peut-être une 40aine de graphiques. Puis après ça, le travail, c'est de superposer ça. Donc, c'est pas si simple que ça de faire ce genre de recherche-là. Donc, une fois qu'on a fait toute cette analyse-là, on avait un comité de chercheurs interdisciplinaires qui regardait ça, mais je m'en vais directement avec vous aux résultats. Qu'est-ce que contient une intervention précoce qui fait qu'on retourne les gens qui ont des troubles musculo-squelettiques au travail après 12 mois? Ça contient 5 choses. La première chose, c'est l'évaluation. Pour des ergothérapeutes, ce que je vais vous dire, ça fait partie de votre pratique, mais pour d'autres professionnels de la santé, ça n'en fait pas partie. Il faut que l'évaluation initiale, dès la prise en charge, il faut que l'évaluation initiale tienne compte à la fois des capacités physiques, la douleur, les capacités résiduelles, les aspects psychologiques, les craintes, les peurs, la détresse, le cognitif et le social aussi. Hein? L'ensemble des dimensions de l'individu comme tel. Mais là s'ajoute que c'est nécessaire, lors de l'évaluation initiale d'un travailleur, d'inclure un questionnement sur la situation de travail. Donc, quel est le travail régulier? Quels sont les obstacles au retour au travail? Quelles sont les conditions de travail où il est, cette personne-là? Quelle est la convention collective qui la régit? Et là, c'est tellement important, ça, qu'on a contrasté les études qui avaient une évaluation médicale physique pure d'une évaluation avec ces composantes-là. Et l'évaluation qui ne regardait que le physique ne fonctionnait pas au niveau de l'intervention. Donc, il y a vraiment ici là, un ajout. Donc, il faut vraiment avoir un questionnement sur l'ensemble des tâches de travail pour que ça fonctionne. La deuxième chose, c'est la temporalité. Ici, on a appelé ça la temporalité, on aurait pu appeler ça la précocité. C'est extrêmement important que dès la prise en charge de l'individu,
on amorce rapidement l'exposition au travail. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de distance et qu'on fasse un 6 à 8 ou 9 semaines en clinique avant de faire une exposition au travail. Il faut que l'exposition au travail soit très, très, très rapide et qu'elle fasse partie du discours dès l'évaluation. Par contre, c'est très clair pour un clinicien que tu ne vas pas faire une journée au total, puis tu ne vas pas faire énormément de tâches exigeantes alors qu'il y a de l'incapacité et de la douleur. Mais l'introduction de l'exposition au travail doit se faire extrêmement rapidement dans la prise en charge. Et elle ne doit pas être discutée comme une possibilité éventuelle. Elle doit faire partie du processus comme tel. La diversité des acteurs. Alors, dans les articles qui fonctionnaient, on s'est rendu compte qu'il y avait une mobilisation des acteurs. Donc, quand on parle de mobilisation des acteurs ici, on va dire qu'il y avait des actions concrètes qui étaient faites par les différents systèmes. Donc, autant les professionnels de la santé, l'entreprise, et dans l'entreprise, on parle particulièrement des gestionnaires, donc les superviseurs immédiats des personnes, et l'assureur aussi. Donc, dans tout ce qui fonctionnait, tous ces gens-là avaient une action à faire à des moments coordonnés et les faisaient en réalité. Parce que ce qu'on a regardé aussi dans les études, c'est pas l'intention de faire les choses. On a regardé est-ce que les choses ont été faites et réellement faites, ce qui est la différence aussi. Donc, quand je vous dis la mobilisation des acteurs, c'est que tout le monde a vraiment fait quelque chose comme tel. Le deuxième point, et ça, on va voir ça aussi dans une littérature qui est haute, là, c'est la reconnaissance par les différents acteurs impliqués et particulièrement par le milieu de travail que le problème associé à la situation de travail, par exemple les facteurs de risque, donc quelqu'un qui se blesse au travail parce que le plancher est glissant ou parce qu'il devait avoir un lève-personne puis que le lève-personne n'était pas au bon étage, bien, c'est bien réel. Donc, c'est toute la question de la légitimité un peu de la blessure puis des facteurs de risque. Si le travailleur sent qu'il n'y a pas de reconnaissance, qu'effectivement, il y avait des facteurs de risque puis qu'on ne les a pas reconnus, ce n'est pas une composante active. Donc, la reconnaissance que les problèmes au travail sont bien réels de part et d'autre. Le troisième point, moi, je trouve que c'est extrêmement parlant aussi pour les ergothérapeutes. On a vraiment mis les études en deux piles. Et les études qui avaient un acteur externe à l'entreprise pour aller gérer et moduler l'intervention de reprise au travail étaient celles qui fonctionnaient. Donc, quand un intervenant externe vient discuter des capacités, vient discuter de la progression, vient discuter un peu de la négociation des heures et tout, ça fonctionne. Quand on laisse ça à l'entreprise, ça fonctionne moins bien. Okay? Donc, ici, c'est vraiment un acteur externe, donc pas un employé de l'entreprise comme tel. Le quatrième point, partage d'informations. Le premier point, c'est il faut qu'il y ait un responsable de la coordination intersectorielle. Et ce responsable-là, vous voyez ici, on ne décrit pas un peu sa discipline, hein? Le responsable ici, c'est celui qui fait la coordination à la fois des communications, à la fois des actions dans le dossier de l'individu. Et quand on parle d'intersectoriel, ça veut dire santé, assureur, milieu de travail. Hein? Donc, il y a une personne qui se charge de l'ensemble de ces trois systèmes-là. Donc, selon les pays, cette responsabilité-là va varier. Quand on va être, par exemple, au Danemark, ça va être souvent le médecin du travail qui va faire ça. Dans une des expérimentations aux États-Unis, c'était le physiothérapeute ergonome qui faisait ça. Donc, ça dépend un peu des systèmes. Il y a même, je pense, dans un des pays scandinaves, c'était le responsable de l'entreprise qui faisait ça comme tel. Donc, ça n'a pas tellement d'importance ici. Ce qu'on comprend ici, c'est nécessaire d'avoir une très fine coordination des actions par une personne qui est reconnue par tous comme c'est sa job de faire ça. Hein? Et pas des gens qui se donnent des mandats ou partiellement des mandats. C'est clair pour tous les acteurs qu'il y a cette personne-là qui est responsable de cette coordination-là. Le deuxième point aussi, c'est important dans le sens que c'est tout important ce que je mets là. Bon, je vais arrêter de dire ça.
Le 10e point, c'est que il y a une entente entre, encore une fois, les secteurs sur les facteurs qui vont influencer le retour au travail. Par exemple, si le professionnel de la santé dit c'est très clair qu'il peut retourner au travail, mais il ne faut pas qu'il y ait de tel genre de charge et que ça, c'est pas reconnu par l'employeur, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut qu'il y ait une concertation des facteurs qui sont associés à une exposition au travail réussie. Le dernier point ici, c'est la mise à jour constante des informations concernant la progression du travailleur. Et ça, on voit vraiment clairement une grosse différence lorsqu'il y a des délais d'information, que ce soit 2 semaines ou un mois sur la progression du travailleur. Tout le monde, les 3 secteurs, encore une fois, doit être au courant si, par exemple, le travailleur progresse, peut lever des charges, s'il peut augmenter une heure. Il ne faut pas qu'il y ait de délai là-dedans. Donc, si le travailleur s'améliore, il faut qu'il y ait une répercussion immédiate dans l'ensemble des autres systèmes. Il ne faut pas que cette information-là soit retardée. Il faut que ça soit très, très rapide. Les accommodements. Alors, les accommodements, la capacité d'accommodement chez un employeur, elle est vraiment au cœur de l'intervention précoce. Si on est dans un milieu de travail où il n'y a aucun accommodement possible, c'est clair qu'on ne peut pas faire ce genre d'intervention-là. Par contre, les accommodements, ils peuvent prendre des formes extrêmement variées. Et on se souvient très bien, puis comme ergothérapeute, vous le savez très bien, les accommodements, ça ne veut pas dire prendre quelqu'un puis lui faire une autre tâche qui est inutile. Hein? Les accommodements, ça veut dire, à partir du travail réel de l'individu, qu'est-ce qu'on peut alléger ou aménager, en fait, pour que l'individu soit capable de reprendre son poste de travail. Donc, quand on parle d'accommodement ici, on n'est pas dans la formule d'assignation temporaire. On est vraiment dans la modification, l'allègement du travail au poste régulier. Un des premiers repères, c'est qu'il faut vraiment qu'on soit dans une approche d'adoption de résolution de problèmes. Et ça, comment on voit ça dans les études? On voit ça parce qu'il y a des comités que lorsque l'individu revient au travail, il y a une rencontre avec son gestionnaire, parfois le représentant syndical et parfois quelqu'un du système de santé, pas du système de santé, mais par exemple du service de santé, et qui discutent de ça. Et parfois, il y a un ergonome ou une ergothérapeute qui vont là et qui discutent de ça. Donc, on est plus dans... C'est pas les limitations et qu'est-ce qu'on fait avec tes limitations, mais c'est plus de dire, il y a ces capacités-là en fonction des exigences de travail, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? L'élément marquant aussi, c'est la participation du supérieur immédiat, pas le supérieur qui est très élevé dans la hiérarchie, mais le supérieur qui est le supérieur de l'individu comme tel. Et clairement, là, il y a un consensus sur, c'est extrêmement important que les attentes du collectif soient diminuées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les attentes du collectif? Ça veut dire que le supérieur est d'accord avec ça. Ça veut dire que les collègues sont au courant que M. Durand, qui va faire un retour au travail, ne pourra pas faire telle tâche, et voici pendant combien de semaines. Et que même, à la limite, la direction de l'entreprise endosse ça. Ce qu'on voit beaucoup aussi dans les études, c'est que lorsque ça fonctionne, la direction de l'entreprise endosse l'ensemble du programme au niveau du terrain. Donc, c'est pas la direction qui dit « faites-le, ça va ». La direction endosse l'ensemble des accommodements quand on parle des attentes relatives à la production. Donc, ce que je disais, c'est que dans les entreprises où ceci fonctionne, la direction de l'entreprise a endossé le fait que le supérieur va accepter de diminuer la productivité ou va mettre en surnuméraire, par exemple, ou encore va changer l'organisation. Il y a comme un endossement qu'on ne peut pas faire du retour au travail de quelqu'un qui n'a pas l'entièreté des capacités s'il n'y a pas un ajustement. Et ça, on va voir ça dans d'autres écrits aussi actuellement, c'est la cohérence entre la direction de l'entreprise et ce qui se passe sur le terrain pour accompagner les gens qui ont des incapacités, elle est extrêmement importante. Donc, ça nous parle de ça ici. Et je vous dirais également que de plus en plus dans la littérature, je vous dirais depuis 3-4 ans, là, tout le vécu des collègues, là, ça sort extrêmement
de façon importante. Et on ne peut pas, comme ne pas traiter ce sujet-là, c'est-à-dire d'informer les collègues du processus de retour, d'informer de la modification des charges de travail et de faire des suivis aussi. Et je vous dirais, là, on parle des troubles musculo-squelettiques, mais en santé mentale, ça devient un élément encore beaucoup plus important lors du retour au travail comme tel. Alors, comme je vous disais, ça, c'est les 5 composantes qu'on devrait avoir dans notre programme comme tel. Quand on fait une revue réaliste, ça s'intéresse à dire, mais pour ces 5 composantes-là, pour qui ça marche? Dans quel contexte ça marche? Parce qu'on pourrait avoir 5 composantes, mais que le contexte ne serait pas favorable à la réalisation de ça. Donc, on s'est intéressé au contexte. Et la première chose qui est vraiment convergente dans toutes les études qui ont fonctionné et à l'inverse, absente dans toutes les études qui n'ont pas fonctionné, c'est vraiment l'élément dont je vous parlais tantôt, c'est l'importance de la coordination intersectorielle. Et là, cette coordination intersectorielle, on parle de 2 choses. On parle de, il faut qu'elle soit très connectée. Très connectée, ça veut dire rapide. Hein? L'information, elle est rapide, elle est transmise de façon rapide. L'information, elle est succincte et efficace et nécessaire. Donc, vous vous souvenez de nombreux débats où on disait, faut-il un rapport de 20 pages sur les capacités, mais non, les gens lisent juste un paragraphe. Ici, on a vraiment comme un peu d'information, l'information pertinente et l'information remise rapidement aux bons acteurs. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la qualité ici de la coordination qui est très importante. L'autre chose qu'on nomme ici, c'est la capacité de l'individu qui assume ce rôle-là à être capable d'intervenir dans tous les systèmes. Donc, d'être capable de parler, par exemple, si c'était quelqu'un d'un professionnel de la santé, d'être capable de parler à une entreprise ou à l'assureur. Donc, cette capacité de comprendre les intérêts et les rôles de chacun fait partie un peu de ce contexte qui fonctionne là. L'autre point qu'on a vu aussi, c'est que un des contextes qui est favorable à ce que ça marche, l'intervention précoce, c'est lorsqu'il y a des incitations pour les entreprises. Alors, les incitations peuvent prendre différentes formes. Il y a des pays où on paye, à chaque fois qu'on fait un accompagnement d'un travailleur qui a un trouble musculo-squelettique, on paye l'entreprise. Et plus ils vont loin, plus on le paye. Ici, on est plutôt dans un système inverse où on punit si on a trop d'absence. Mais l'important, c'est l'incitation. Donc, l'incitation, habituellement, elle est principalement financière et elle peut prendre différentes formes comme telles. Mais clairement, les pays où il n'y en a pas, ça ne fonctionne pas comme tel. L'autre chose qui a émergé ici, c'est, et ça vous fera plaisir, c'est que les études où ça fonctionne, c'est vraiment lorsque le professionnel de la santé qui traite l'individu, hein, donc dans la phase clinique comme telle, c'est quelqu'un aussi qui a une formation en analyse d'activité et qui va faire le lien avec l'assureur et avec l'employeur comme tel. Donc, cet ajout de connaissance des contraintes de l'environnement fait du professionnel qui est beaucoup plus crédible et que ses recommandations sont beaucoup plus individualisées et étayées. Et ça change complètement. Et on a vraiment eu 2 piles là, extrêmement divergentes. Donc, le fait d'avoir une connaissance en analyse de l'activité pour intervenir au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau du plan d'intervention et de la modulation de l'intervention, ça change vraiment les choses. L'autre question qu'on s'est posée, en fait, c'est est-ce que tout ce dont je vous parle, est-ce que c'est bon juste pour les travailleurs en phase chronique au dos? Hein? C'est l'autre question. Dans les études qu'on a eues, on avait les 3 choses. On avait des gens en aigu, subaigu et en chronique. Et dans les 3 cas, c'est la même chose. Hein? Donc, les 5 éléments dont je vous parle, au niveau des composantes, peuvent être adaptés pour toutes ces personnes-là. Évidemment, quelqu'un qui est en chronique et qui n'est pas allé au travail depuis 1 an, c'est sûr que la modulation va être différente, ça c'est très clair. Mais la personne qui est en subaigu ou en aigu peut aussi faire du retour au travail, évidemment en modulant le travail.
Donc, on ne peut pas dire maintenant que c'est uniquement pour les gens qui sont absents très longtemps. Tout ce dont je parle, ça peut être adapté. La deuxième chose qu'on s'est demandé, c'est est-ce que c'est pour du travail, un type de travail, des gens qui ont un travail modéré ou mixte comme tel? Et finalement, non. C'était dans l'ensemble des types de travail. Donc, d'un travail sédentaire à un travail lourd, ça fonctionne. Évidemment, il y a des adaptations à faire au niveau d'un travail lourd comme tel. On va moduler beaucoup plus, il va y avoir beaucoup plus de vigilance au niveau, par exemple, de la manutention que dans un travail sédentaire. Mais pour l'ensemble de ça, ça va dans le même sens. Donc, je vous ai parlé des phases, des exigences et les sites de lésion. On avait ici à la fois des atteintes au niveau du membre supérieur et à la fois des dos, des coups, et il n'y a pas de différence comme telle. Donc, ce qu'on retient ici, c'est que l'ensemble des composantes que je vous propose peut être adapté à l'ensemble des troubles musculo-squelettiques, mais doit être modulé, évidemment, en termes de facteurs de risque comme tel. Donc, ce que je vous ai présenté là, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre dedans le programme, dans quel contexte ça doit se passer, et maintenant, on va regarder pourquoi ça fonctionne. C'est quoi les grands mécanismes pour lesquels ça fonctionne, puis on arrive à retourner les gens au travail. En fait, on a dégagé 5 mécanismes. Ici, on s'est centré uniquement sur les mécanismes sur les travailleurs. On aurait pu regarder l'entreprise comme telle, mais l'ensemble des études ne nous parle jamais de ça. Donc, on ne pouvait pas aller là-dedans. Là, on a généré des mécanismes qui étaient aussi générés par les auteurs et on a un peu confronté nos idées avec les auteurs. Donc, on va parler de 5 mécanismes. Le premier, la rassurance du travailleur. Alors, je voudrais juste vous répéter le message que Marie-France Coutu, ma collègue, dit tout le temps. Marie-Josée, on ne rassure pas un travailleur. Qu'un travailleur se sent rassuré, c'est une conséquence. On peut donner des messages avec lesquels l'individu va pouvoir se rassurer, mais la rassurance, c'est une conséquence comme telle. Donc, avec ça, on va regarder tantôt pourquoi on explique ça comme ça, mais clairement, les composantes que je vous ai parlé vont faire que l'individu va se sentir rassuré. Il va se sentir que si on lui propose, par exemple, de revenir au travail de façon précoce, malgré qu'il y a des incapacités, il faut que ça soit cohérent pour lui, qu'il ne va pas se reblesser comme tel. Il faut aussi adresser ses craintes. Si l'individu a des craintes, il faut en parler et il faut être capable de lui proposer quelque chose qui va être cohérent avec ce qu'il pense comme tel. Et c'est comme ça que l'individu va être rassuré. Pour rassurer le travailleur aussi, il faut vraiment qu'on ait un changement. Et ça, si vous lisez un petit peu la littérature internationale, c'est comme s'il y a 3-4 ans, l'ensemble des chercheurs qui n'étaient pas des ergothérapeutes ont pensé qu'il fallait maintenant mettre l'emphase sur les capacités au lieu des limitations. Bon, moi, j'étais très heureuse. Je trouvais qu'il était temps qu'il arrive là. Mais là, ce qu'on dit, c'est que dans l'entreprise aussi, il faut qu'on véhicule plutôt ce discours-là, ce qu'on a toujours fait nous autres, mais que l'ensemble des acteurs mettent ça. Donc, on reconnaisse qu'on travaille sur qu'est-ce qui est capable de faire mon travailleur plutôt que de dire, bien là, il n'est plus capable de faire ces tâches-là. Donc, de maximiser et de mettre l'emphase sur les capacités. Et là, on va retrouver exactement ces mêmes discours-là avec la santé mentale actuellement, où on a encore beaucoup plus de difficultés à pousser ça un peu en disant, il est capable de faire ça, ça, ça comme job et pas ça. Donc, vraiment, ça, pour le travailleur, c'est très clair qu'il y a un effet extrêmement positif que l'on aborde que ses capacités au lieu de faire la liste des affaires qu'il n'est pas capable de faire. La satisfaction. Alors, la satisfaction. Que le travailleur se sente satisfait de l'offre de service qu'on lui donne, donc des composantes qu'on lui offre, a un effet important et c'est cet effet de satisfaction-là qui va se faire, qui va se mobiliser. Ici, l'ensemble de la satisfaction, elle est liée qu'à l'employeur comme tel. Et ça, c'est assez substantiel. Donc, on peut faire le meilleur programme de réadaptation possible, avoir une relation thérapeutique excellente avec l'individu, mais on voit qu'il y a une grande partie des choses qui vont se jouer au niveau de l'employeur comme tel.
Par quoi ça va se manifester? Ça va se manifester parce que le travailleur va voir que les modifications que vous avez proposées, par exemple, par rapport à un retour progressif au travail, bien, ils vont être mises en place. Ça va être... il va se sentir satisfait aussi s'il est impliqué dans les discussions sur les modifications. Actuellement, au Québec, moi, je vois deux choses. Je vois des entreprises qui font l'ensemble du processus de retour au travail sans que le travailleur ait un mot à dire. Puis là, le jour 1, il arrive là, puis il faut qu'il adhère à ça. Ce qu'on dit ici, c'est l'inverse. On dit que pour que ça fonctionne, il faut que le travailleur soit inclus dans l'entreprise pour les discussions des modifications. Le travailleur va être satisfait aussi si on génère un ensemble d'accommodements et qu'on voit que l'employeur les met en place et fait une diversité aussi. Donc, l'espèce de flexibilité de l'employeur de dire, bien, on propose des choses, on repropose de nouvelles choses selon les capacités qui changent, c'est aussi un élément favorable. Et toute l'attitude du gestionnaire. Hein? L'attitude du gestionnaire dans l'entreprise, c'est important. Est-ce que la flexibilité, elle est là? Puis c'est peut-être quelque chose à nommer beaucoup, ça, quand on rentre dans une entreprise, à savoir que là, on essaye, on tente quelque chose, mais il y aura comme des ajustements à faire. Ça, c'est la nature flexible des retours progressifs, là, et de l'intervention en milieu de travail, elle est rarement nommée, alors qu'elle est au cœur d'un élément favorable. Le troisième mécanisme, et ça, on en parle depuis plusieurs années, mais ça a vraiment extrêmement convergé dans cette étude-là, c'est, encore une fois, si on fait une intervention précoce au travail, c'est-à-dire que dès l'accident, quelqu'un s'absente et très tôt dans sa prise en charge, on le ramène au travail, même si c'est à temps partiel, ceci va favoriser qu'il va préserver son identité de travailleur. Donc, il ne va pas s'en aller dans un rôle de malade, il ne va pas s'en aller dans un rôle d'hypervigilance à la douleur, il va vraiment garder toute son identité. Quand on parle d'identité du travailleur, on parle à toutes les 7 fonctions du travail de Limoges. Hein? Donc, c'est assez important. Donc, ce qu'on dit ici, c'est l'absence complète est très défavorable pour l'individu. Donc, le maintenir au travail en étant satisfait et en étant vous voyez, rassuré, ça va faire que son identité va être préservée comme telle. Le troisième ici, c'est vraiment, encore une fois, que le discours, j'ai beaucoup parlé de ça dans ma carrière, là, c'est le discours unique. Hein? Donc, on a beaucoup parlé du discours unique entre les professionnels de la santé. Ici, ce dont on parle, c'est le discours avec les gens de l'entreprise. Que les gens de l'entreprise partagent aussi l'objectif de retour au travail et partagent aussi cette flexibilité dans qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, encore une fois, là, tout ça pour dire, oui, l'individu devant vous, il y a des incapacités, mais il y a des capacités et il reste une partie prenante du milieu de travail comme tel. La cohérence entre les besoins et l'intervention. Ça s'oppose carrément à ce qu'on faisait il y a 15 ans, c'est-à-dire que, clairement, il faut des programmes qui sont personnalisés pour les gens. Hein? Donc, des programmes où on rentre, puis c'est un 5 semaines pour tous, c'est vraiment non recommandé. Et les programmes, les études qui avaient ça ne fonctionnent pas comme tel. Donc, le besoin de faire une concordance entre ce travailleur-là, ses capacités et c'est quoi ses besoins, c'est primordial. Donc, la personnalisation des interventions comme telle. Le troisième point, encore une fois, c'est encore la communication. Hein? Et là, on parle de la communication entre le travailleur et les professionnels de la santé. Ce qu'on a vu dans les études, c'est qu'il y avait des modèles où les professionnels de la santé étaient un petit peu distribués dans des cliniques différents, avec des services différents, et la communication était très peu présente. Donc, tout le morcellement entre les professionnels de la santé, c'est une entrave au processus comme tel. Donc, ici, ce que je souligne, c'est quand ça fonctionne, c'est que la communication entre les professionnels de la santé, elle est assurée comme telle. Alors, le dernier mécanisme comme tel, c'est vraiment la proactivité. Ce
qu'on a appelé la mobilisation des acteurs. Je vous rappelle que tantôt, j'ai défini la mobilisation des acteurs comme étant des actions concrètes et réelles qui ont été faites, non pas des intentions comme telles. Et là, ce qu'on dit, dans le fond, c'est, le premier point, c'est le travailleur, il va se sentir, ça serait le terme motivé, mais en fait, vous savez que sous la motivation, il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. On va plus parler de l'engagement du travailleur. Mais pour qu'un travailleur soit engagé à retourner à son travail comme tel, il faut qu'il soit, en fait, partie prenante, une fois de plus, du processus. Donc, on lui demande son avis, on lui demande de générer lui-même des solutions et de faire partie du processus. Donc, ça fait partie de l'engagement comme tel. Le deuxième point, c'est encore une fois, c'est la coordination entre les intervenants de la santé et le milieu de travail pour l'objectif commun. Donc, c'est le partage de cet objectif commun-là et vraiment le partage qui est rapide et, comme je vous disais, suffisant en termes d'information comme tel. Donc, en résumé, pourquoi ces 5 composantes-là, dans ce contexte-là, vont fonctionner? C'est parce que le travailleur se sent rassuré. Donc, la conséquence, il est rassuré. Il se sent confiant que ce que vous lui offrez, ça a du sens pour lui. Il garde son identité de travailleur. Il perçoit qu'il reçoit ce qu'il a besoin. Et vous voyez, ce mécanisme-là, 4, il va aussi avec le 1 et le 2. Hein? Ça va ensemble, ces choses-là. Et il va s'activer. Donc, la conséquence de ces mécanismes-là, c'est que s'il se sent rassuré malgré la douleur, il va lui-même s'engager et les autres vont s'engager aussi là-dedans. Donc, juste quelques points de discussion qui m'apparaissent importants ici. Ce que je vous ai présenté, là, il ne faut pas aller dans... L'important de ça, c'est l'interdépendance des 5 composantes. Si vous me dites, Marie-Josée, moi, je fais ça à la pièce, au menu, je prends la composante 1 et 3, ça ne va pas fonctionner. Ce qu'on sait, c'est que les études qui ont pris que des morceaux de ces 5 composantes-là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est important d'avoir les 5 composantes dont je vous ai parlé et d'être dans le contexte dont je vous ai parlé. Donc, si, par exemple, on est dans un contexte où l'information ne passe pas, n'est pas transmise rapidement, il y a des délais, mais vous auriez beau faire les 5 composantes, il va y avoir un problème. Donc, il y a une interdépendance de ces 5 composantes-là qui est importante. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a des effets d'entraînement. Donc, il y a des effets synergiques de ça. C'est comme si la somme de ces 5 composantes-là, elle est plus grande que les 5 morceaux ensemble. Donc, on ne peut pas les détacher. Donc, c'est clair que quand je vous présente ça, je vous présente le modèle optimal de ce qu'on devrait avoir. Puis si vous me dites, est-ce que je peux avoir le 10 de la première composante, je vais vous dire, ça ne va pas marcher, ça. Donc, on essaye de se dire que si on peut mettre l'ensemble de ces choses-là ensemble, il y a un effet synergique qui est très, très, très important. Et il y a des contrastes extrêmement forts dans la littérature qui montrent cette synergie-là. L'autre chose que souligne cette étude-là, c'est vraiment la nécessité de l'action intersectorielle. Et là, qu'on soit au Danemark, aux Pays-Bas, en France ou aux États-Unis, au Québec, parce qu'il y avait 2 études québécoises, c'est ça. Ça souligne que pour ramener les gens au travail, il faut considérer tous les acteurs. Donc, la santé, les entreprises et l'assureur comme tel. Et que ça doit se faire ensemble. Et là, si on va chercher un peu la littérature sur l'action intersectorielle, c'est assez intéressant de voir que les recommandations actuelles sur l'action intersectorielle, ce n'est pas de mettre uniquement une structure. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des gens qui ont tenté de dire, bien, dorénavant, on fait de l'action intersectorielle, tout le monde, les 3 secteurs ou les 4 secteurs doivent dorénavant se parler une fois par semaine. Mais ça, c'est un premier pas, mais c'est clairement insuffisant. Hein? Donc, l'action intersectorielle va demander que les gens s'assoient ensemble pour concevoir et discuter l'intervention pour aller de l'avant par la suite. Donc, la structure, c'est une bonne chose, mais c'est insuffisant. Il faut une volonté de chacun des secteurs d'en discuter ensemble. J'ai le temps de vous rappeler, il y a quelques années, je vous dirais peut-être une dizaine d'années au Québec, on a fait l'implantation d'un programme, pas
pas à Longueuil, là, puis pas le programme Prévicap, pour une autre clientèle TMS. Et on a mis une structure en place forte, là. Et les gens, les cliniques étaient payées s'ils agissaient, s'ils faisaient des rapports, s'ils faisaient tout ça. Et on s'est rendu compte qu'on est arrivé complètement à d'autres résultats. Ça n'a pas suffi. Donc, la structure comme telle ne peut pas être au cœur de ça. Elle est un soutien à l'action intersectorielle, mais elle est carrément insuffisante. Ce qu'on voit aussi quand on commence à discuter de l'action intersectorielle, c'est toute la notion de leadership partagé. Alors, le leadership partagé, c'est que les acteurs qui se côtoient dans les communications et dans la gestion d'un retour au travail reconnaissent quelles sont les contributions des uns et des autres et acceptent que l'autre, quand il est dans son champ de connaissances, fasse et prenne le leadership. Okay? Donc, c'est vraiment une reconnaissance mutuelle et c'est comme s'il n'y avait pas de hiérarchie. Tout le monde est au même niveau pour gérer la solution qui est de ramener cet individu-là au travail comme tel. Et ça, je vous invite à lire un peu sur le leadership partagé. C'est comme si on enlève la structure de qui a le droit, qui paye pour, et on se dit, on a quelqu'un qui n'est pas en santé ici, comment on fait pour le retourner au travail en respectant aussi les disciplines et les forces de chacun. Donc, ces deux concepts-là pourraient se superposer, à savoir, il faut faire une action intersectorielle avec un leadership partagé comme tel. Je vous dirais qu'on est en train de finir une autre étude actuellement sur une autre clientèle, encore une fois, et ce qu'on est en train de sortir comme une des données importantes, c'est lorsque l'ergothérapeute a une relation de plusieurs années avec un conseiller et que mutuellement, ces deux personnes-là disent « Bien, moi, j'ai tout à fait confiance les uns aux autres », bien, le processus de réadaptation, là, il va parfaitement bien. C'est lorsqu'on est au début d'une relation et que la confiance a à s'établir, et là, on voit là, les ruptures, les problèmes de communication. Donc, ici, dans le leadership partagé, il s'établit peut-être une fois que la confiance, le lien est fait comme tel. Puis c'est ce que l'autre étude qu'on va sortir va nous dire, c'est vraiment ça. Il y a une espèce de construction de la mutuelle, la confiance mutuelle qui se fait, en fait, et qui apparaît nécessaire. Dans les mécanismes, alors, l'ensemble des choses que je vous ai dit revient beaucoup à ce qu'on dit avec Marie-France Coutu depuis de nombreuses années, c'est que les mécanismes de retour au travail de quelqu'un qui a de la douleur, ça repose beaucoup sur le modèle d'autorégulation ou du sens commun. Et je vous en parle tout de suite. Pour les gens qui connaissent un peu moins ça, dans le fond, Clermont-Dionne, il y a 15-20 ans, a montré dans une grande étude épidémiologique que la bonne question à poser aux travailleurs, c'est « Est-ce que tu penses que tu es capable de reprendre ton travail? » S'il vous dit non, bien, retournez-le pas au travail, c'est parce qu'il faut fouiller en dessous de ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, dans le fond, ce qu'on dit ici, c'est que le sentiment d'efficacité et la représentation de l'individu qu'il a de sa maladie, de son travail et de son traitement est au cœur de ses comportements. Et de se sentir rassuré, d'être satisfait, mais en fait, c'est un peu la mesure de la représentation qu'il a. Je vous rappelle le modèle d'autorégulation parce que c'est vraiment ça qui est au cœur. Alors, le modèle d'autorégulation, c'est un vieux modèle qui a été rediscuté à plusieurs reprises par Marie-France qui dit, bien, le travailleur, il va recevoir plein d'informations, il va voir plein de comportements de son supérieur, il va voir ses collègues, il va voir plein de choses, il va voir des médecins, des orthopédistes, des physiciens. Il va extraire de l'information. De cette information-là, il va se générer une représentation de sa maladie, de son traitement, de ce qu'il a besoin. Est-ce que le retour précoce au travail a du sens, n'a pas de sens? Est-ce que c'est cohérent? Puis à partir de cette représentation-là qui va se faire, il va adapter des comportements, d'aller au travail, de ne pas aller au travail, de se mettre de la glace, de ne plus bouger du tout. Et ces comportements-là, il va les réévaluer et il va continuer une boucle ici. Donc, ce pourquoi je vous montre ça, c'est que dans le mécanisme qui dit qu'il faut que l'individu soit rassuré, se sente satisfait et se mobilise, bien, au cœur de ça, c'est quelle est la représentation que l'individu se fait de sa maladie, de son traitement, et qu'est-ce que vous, comme professionnel de la santé, est-ce que vous évaluez cette représentation-là et
qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on peut faire bouger cette représentation-là. Et à mon avis, on est au cœur, au niveau de l'intervention, on est au cœur de ce mécanisme-là. Autre chose, je vous dirais qu'en 2016, il y a eu le livre qui s'appelle un Handbook of Return to Work, là, qui est un livre sur le retour au travail, mais c'est vraiment le consensus international avec des auteurs de différents pays. Et à l'intérieur de ça, il y a vraiment une prise de position par Schultz, qui est d'ailleurs le coéditeur de cet article-là, qui dit, mais dans le fond, on parle depuis 30 ans de l'approche biopsychosociale et que cette approche-là, elle est extrêmement importante pour le retour au travail des troubles musculo-squelettiques, mais on ne s'est jamais intéressé à l'aspect social par rapport aux troubles musculo-squelettiques. Ici, l'aspect social, c'est l'aspect entreprise comme tel. Donc, on s'est peu intéressé à quels étaient les déterminants de l'entreprise qui fait que l'individu peut retourner au travail ou est un levier à retourner au travail. Donc, c'est vraiment si, en se disant, ben oui, on utilise une approche biopsychosociale, bien, dans le fond, il faut considérer le milieu de travail comme étant le social là-dedans, puis quelles sont les modulations. Puis chaque jour que vous essayez de ramener quelqu'un au travail, vous êtes confronté à ça. Donc, eux, c'est une fois de plus, ils soulignent qu'on ne peut plus faire ça sans parler de ça, finalement. Alors, je vous propose les conclusions de cette étude-là, puis quelques réflexions par la suite. Alors, clairement, là, pour qu'on ramène des gens qui ont des troubles musculo-squelettiques au travail, c'est très, très, très clair qu'on ne peut pas ne plus tenir compte de l'ensemble des différents secteurs puis de leurs influences. Il faut que ça fasse partie du processus très tôt, hein, de la prise en charge et que c'est au cœur. Donc, on doit autant prendre du temps pour l'influence des différents secteurs que pour travailler avec notre patient comme tel. C'est nécessaire la mobilisation des acteurs en milieu de travail. C'est nécessaire d'aller chercher des collaborations. Et ça doit être aussi très tôt entamé. Et que la mobilisation des différents acteurs avec l'aspect très connecté aussi, ça fait partie d'un élément gagnant. Et comme ça conclut un peu l'aspect social, c'est que dans le fond, l'incapacité au travail, elle ne peut pas se cantonner dans une perspective médicale. Je veux dire, ça peut le faire quand le mal de dos dure 3 jours, 4 jours, mais dès qu'on dépasse un peu les limites de temps, il faut qu'on aille dans une perspective sociale vraiment partagée et l'employeur est au cœur de ça aussi. Des réflexions comme ergothérapeute. Alors, à mon avis, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, là, c'est profondément cohérent avec les valeurs de l'ergothérapie et les théories d'action des ergothérapeutes. Ça fait de nombreuses années qu'on a des preuves qu'il faut aller rapidement au milieu de travail, il ne faut pas aller n'importe comment au milieu de travail, il faut faut mettre les conditions en place. Mais tout ce que je vous souligne aujourd'hui, là, c'est complètement cohérent avec ça. Donc, une pratique qui est juste clinique, ça devrait vraiment être très rare maintenant. Par contre, ça nous met au milieu du débat de l'intersectorialité, où là, nous, on parle de la profession, mais tout ça, il faut que ça s'amorce dans des volontés intersectorielles. Et là, mais moi, je vous dirais que pour être de plus en plus en entreprise dans mes études, il y a vraiment actuellement des entreprises qui sont extrêmement soucieux de leurs employés et qui mettent de plus en plus des programmes de retour au travail et qui sont souvent basés sur les données probantes. Donc, je pense qu'au niveau de l'entreprise, on a des potentiels de collaboration qui sont assez grands. Il y a vraiment des choses qui se font qui, à mon avis, sont extrêmement intéressant. Alors, je vais terminer ici. Je voudrais remercier Louise pour avoir organisé ici cette formation-là avec l'Ordre des ergothérapeutes et aussi pour le petit mémo, là, aide-mémoire, que j'espère qu'il va être au-dessus de votre bureau en revenant.